Nous allons commencer. Donc, bonjour et bonsoir à tous, où que vous soyez. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui a pour thème le coaching des personnalités narcissiques. Dans cette ère du selfie, justement, nous recevons une spécialiste, donc coach PCC, formation universitaire en psychologie clinique, maître formateur dans les programmes de développement du leadership et de compétences de gestion. Voilà, notre conférencière, Danielle Dagenet. Bonjour Danielle. Bonjour, bonsoir, là où vous êtes. Merci beaucoup Yotis pour la présentation. Je te laisse donc la parole. Du Québec, c'est ça, hein? C'est exactement ça, sous la tempête. C'est tout blanc ici. OK. Alors que je sais qu'il y a des endroits, dont la Belgique ou la France, où c'est 15 ou 17 degrés. Alors voilà, nous, c'est une tempête de janvier qui nous est arrivée hier, comme ça, en surprise, et qui repartira au cours de la semaine. D'abord, je veux vous remercier tous de l'intérêt que vous portez au thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Et merci d'être là en grand nombre. Mon ami Yotis s'est prévalu il s'est fait un devoir de mesure qu'il y avait un nombre record de participants. Alors, je vais devoir essayer de demeurer zen à travers tout ça. Et j'implore donc votre bienveillance légendaire, il va sans dire, chez les coachs. Alors, dans un premier temps, j'aimerais partager avec vous les motifs qui ont fait en sorte que je m'intéresse au sujet du coaching des personnalités narcissiques. Alors, il y en a quelques-uns. Alors, tout comme un grand nombre de personnes, et devrais-je dire un nombre grandissant ou croissant de personnes dans la population en général, les personnalités narcissiques fascinent. Les sentiments qu'elles génèrent et les rebondissements qu'elles provoquent nous interpellent. Elle nous stupéfie parfois et nous inquiète souvent et de plus en plus. Heureusement que certaines personnalités narcissiques sont toutefois dites très positives. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin lorsqu'on va travailler à mieux définir ce qu'est et ce que n'est pas une personnalité narcissique, parce qu'on va voir qu'évidemment, il ne faut pas confondre avec des personnes qui ont un fort ego bien constitué. Aussi, ce qui fait en sorte que j'ai eu envie aujourd'hui d'échanger avec vous à propos des personnalités narcissiques, c'est que durant mes 5 années d'études universitaires en psychologie clinique, j'ai trouvé plus difficile de traiter ou de mieux comprendre les personnalités narcissiques que l'a été, dans le fond, la compréhension ou le fait de traiter de certaines psychopathologies dites plus lourdes. Alors, il faut comprendre que cette personnalité-là, ce n'est pas comme telle une psychopathologie, mais c'est plutôt identifié comme un trouble de la personnalité. On les appelle des personnalités très difficiles. Et c'est peut-être ce qui explique que j'ai une certaine sensibilité peut-être un peu plus grande que pour la moyenne de la population. Ceci étant dit, je travaille comme coach, je ne travaille pas du tout comme psychothérapeute et c'est à titre de coach que je vais échanger avec vous, mais tout en nous assurant d'avoir une compréhension commune de ce qu'est la personnalité narcissique. Alors, il y a aussi le fait que de plus en plus, la génération montante, comme le si bien dit Yotis, est qualifiée de plutôt narcissique, hein? Sans dire que ce sont toutes des personnalités narcissiques. Force est d'admettre que la génération selfie, donc la génération Y et puis les milléniaux inclus dans ça, ont un plus grand sens de leur personne. Ils revendiquent davantage. Et ça, également, on va en parler plus loin. Mais c'est surtout en tant que coach, comme je le disais plus tôt, que je trouve important d'être outillé et équipé pour faire face à des clients qui présenteraient des traits narcissiques marqués. D'un point de vue logistique, si vous me permettez, j'ai à peu près pour une vingtaine de minutes d'informations que j'aimerais partager avec vous. Au terme de ces 20-25 minutes, j'accueillerai les questions qui auront été sélectionnées par Yotis et Gaëtan, qui sont nos organisateurs de cette présentation. Après coup, je reviendrai un peu plus avant avec la génération montante qui présenterait, selon les recherches et les écrits, davantage de traits narcissiques.
Et à la toute fin, également encore une période de questions, de commentaires. Tout est bienvenu. Alors, j'attire d'abord votre attention sur le titre d'un blog que j'ai écrit et aussi de ma présentation d'aujourd'hui. Alors, je propose que les personnalités narcissiques dans les organisations, en fait, j'interpelle, je vous demande, je vous interroge, faut-il les mater ou les promouvoir? Ça peut sembler un peu provocateur, mais c'est qu'en effet, les personnalités narcissiques dites plus positives sont des gens qui permettent des virages stratégiques importants. Ce sont des gens qui sont convaincus, qui sont ambitieux et qui peuvent réaliser de très belles et de très grandes choses. Alors, si l'on souhaite les promouvoir, il ne sera pas rare que de plus en plus nos partenaires de la gestion des ressources humaines en organisation nous demandent en tant que coach d'accompagner ces gens-là pour un petit peu peaufiner, polir leur pourtour, disons. Mais question de se placer en contexte. Les personnalités narcissiques ont toujours existé, hein, d'aussi loin qu'on peut aller lire les documentations de personnages qui ont marqué l'histoire. Napoléon Bonaparte aurait été une personnalité franchement narcissique. Franklin Delano Roosevelt également. Winston Churchill le serait aussi, et voire même le Mahatma Gandhi. Alors, c'est pour dire que ces personnalités-là ne sont pas que mauvaises ou ne sont pas que dangereuses. Toutefois, il arrive souvent, malheureusement, que ces personnes-là causent des dommages collatéraux en organisation et au sein de leurs différents systèmes ou réseaux à l'intérieur desquels ils opèrent. Au début du 20e siècle, il y a eu d'illustres personnages également qui ont été affublés de cette étiquette de personnalité narcissique. Qu'on passe à Andrew Carnegie, qui est un de mes favoris, je vous dirai pourquoi dans quelques instants, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Henry Ford, et vous m'excuserez si mes références sont plutôt américaines, mais je suis certaine qu'on pourrait aller dans chacun de vos pays respectifs et trouver de ces personnes célèbres qui présentaient une personnalité narcissique. Je vous ai parlé un petit peu de Andrew Carnegie. Alors, juste histoire de faire le point au cas où ça ne serait pas frais à votre mémoire, mais Andrew Carnegie, c'est un Écossais qui a migré aux États-Unis et qui a fait fortune à cause de la construction des chemins de fer. Alors, Andrew Carnegie œuvrait dans le domaine de l'acier. Et c'est un homme qui a développé aussi une philosophie que lui-même appelait le gospel wealth. Alors, lui, c'était vraiment l'évangile de la richesse. Et son idéal à lui, qu'il partageait avec les Américains principalement, c'était d'arriver à aider son prochain à cause des ressources financières dont il disposait ou qu'il s'affairait à accumuler, au fond. Le Carnegie Hall à New York, il a fait construire 2500 bibliothèques, une multitude de parcs publics. Il a légué en 1919 à sa mort près de 400 millions de dollars américains. À l'époque, c'était beaucoup, évidemment, pour toutes sortes de fondations. Alors, son legs était vraiment tout aligné sur la voie d'aider son prochain, d'aider ses congénères. Maintenant, ce qui est important de dire aussi, c'est que quand c'est associé à une cause plus grande que soi, vous m'excuserez, j'ai vu que j'ai passé la feuille devant l'écran, je vais faire attention à l'avenir. Quand on dit que le narcissisme est un phénomène important, et moi je suggère fortement qu'on doit s'en occuper, que les coachs ont probablement la meilleure position, la meilleure posture pour le faire, c'est que l'incidence est quand même assez élevée dans la population. Alors, selon Sébastien Bouchard, qui est un clinicien et chercheur à l'Université du Québec à Montréal, il y aurait entre 1 et 6 de la population qui répondrait aux critères dits cliniques des personnalités narcissiques tels que répertoriés dans le manuel de référence, qui est comme la Bible, peu importe, là, le Coran ou le livre que vous voudrez là, en matière de diagnostic et de statistiques pour les personnalités pathologiques ou moins pathologiques. Alors, le DSM-4 est le plus récent et la personnalité narcissique y apparaît.
Selon la Fondation des maladies mentales du Canada, le diagnostic serait posé dans 50 à 75 plus tôt chez l'homme que chez la femme. Alors, évidemment, si on veut être puriste, on pourrait dire si la statistique est plutôt 50 ce serait réparti de façon équitable, mais c'est là les données dont nous disposons à ce moment-ci, en tout cas au Canada. Comment les reconnaître? Mais d'abord, deux mises en garde. Premier avertissement, je vous mentionnais plus tôt, de ne pas confondre une forte estime de soi avec un ego, avec une personnalité narcissique. Deuxième avertissement, c'est que il est possible que ces personnalités-là dites narcissiques se révèlent plutôt à l'âge adulte. D'ailleurs, c'est à l'âge adulte que ça se manifeste davantage, mais se manifeste dans des contextes où il y a peu ou pas d'impact sur leur réseau ou leur système dans lequel ils évoluent. Maintenant, selon le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, qui va toujours présenter les différents types de psychopathologie ou de personnalité problématiques à partir d'un mode de fonctionnement et ensuite à partir de manifestations observables. Alors, on dit d'abord que le mode général de fantaisie et de comportement grandiose caractérise la personnalité narcissique. Il a besoin d'être admiré et manque d'empathie. Et que cela apparaît évidemment au début de l'âge adulte. Et on demande ou on insiste sur le fait que 5 des 9 manifestations suivantes devraient être présentes. Alors, je vais essayer que je vous les ai vraiment résumées très, très succinctement chacune d'entre elles. Alors, le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, vous l'aurez deviné, surestime beaucoup ses capacités, ses réalisations également, s'attend à être reconnu comme supérieur, mais sans avoir accompli quelque chose en rapport avec le sentiment ou la perception qu'il a de lui-même. Et un exemple concret, alors que j'étais vice-présidente au sein d'une institution financière, je reçois à un moment donné en entretien ou en entrevue d'emploi un candidat, un jeune homme, belle personnalité, qui s'avance et qui, après à peine 2 minutes d'échange, me dit que l'entrevue sera plutôt courte parce qu'il est fraîchement émolu d'un programme de MBA, de maîtrise en administration des affaires, et que du coup, la gestion du personnel n'a plus de secret pour lui. Fait à noter, monsieur n'avait jamais géré dans les faits de personnel. Alors, clairement, le trait narcissique, mais souvent la personnalité narcissique, semble manquer de façon très claire de perspective quant à ses capacités et quant à ce qui devrait servir de groupe de référence ou de point de comparaison. Cette personne-là, narcissique, le deuxième élément, est absorbée par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Des gens du domaine de la mode me disaient que certains grands créateurs de mode étaient connus comme personnalités narcissiques, claires, et qui étaient absolument intolérants et devenaient même tyranniques avec d'autres personnes qui avaient d'autres concepts de ce qu'était ou devait être la beauté. Concernant le concept d'amour idéal, on va trouver souvent ça dans des groupes sectaires. Alors, la philosophie sectaire est vraiment justement de proposer un idéal et de soumettre les disciples à cet idéal-là. Alors, il arrive très souvent que les gourous soient des personnalités de type narcissique. Troisième point, la personne pense être spéciale. C'est sûr qu'en tant que coach, nous le pensons également, que tout le monde, chaque être humain est spécial. Mais souvent, la personnalité narcissique va plus loin et elle ne pense qu'elle ne peut être admise ou comprise que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. Donc, devient très élitiste par rapport à l'octroi qu'elle fait aux autres personnes d'évaluer sa contribution ou sa valeur. Un besoin excessif d'être admiré est le quatrième point.
Ces gens-là vont souvent s'entourer de faire valoir, des gens qui sont là pour les flatter, pour leur dire combien ils sont bons et grands. Cette personne-là pense aussi que tout lui est dû. Alors, je vous entends déjà faire un petit lien avec la génération selfie, qui est beaucoup plus revendicatrice et qui, en anglais, on dit, pense qu'elle est davantage entitled. Donc, elle a des droits davantage que des obligations. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un des éléments et en général, on suggère que 5 des 9 soient présents. Et ce sont aussi des gens qui souhaitent que leurs besoins et souhaits soient satisfaits immédiatement. Alors, on pourrait avoir un autre sujet de webinaire, à savoir, est-ce qu'on élève des enfants à devenir de plus en plus narcissiques également? Le sixième élément, c'est que cette personne exploite, dis-je, l'autre dans les relations interpersonnelles. Elle utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. Et pour ceux et celles d'entre vous qui auriez vu la célèbre série télévisée House of Cards sur Netflix notamment, on voit que Kevin Spacey et Robin Wright jouent vraiment des personnages très, très narcissiques et qui jouent dans le fond leur vie et leur carrière politique, un peu comme sur un échiquier où chaque personne doit remplir une fonction et doit répondre à leurs attentes afin de réaliser leurs ambitions. Le point le plus préoccupant peut-être de la personnalité narcissique pour un coach, une coach, c'est le manque d'empathie. Alors, la personnalité franchement narcissique est souvent d'ailleurs peu connectée à ses émotions, ou si elle est connectée plutôt à une gamme restreinte d'émotions. On peut être frustré, on peut être colérique, on peut être déçu, on peut être excité, enthousiasmé, mais tout ce qui a trait à la compassion, la sensibilité aux autres, ça c'est carrément absent. On peut retrouver aussi chez les personnalités narcissiques, peut-être chez celles aussi qui ne se sont pas réalisées pleinement ou qui ont des ambitions un peu moins grandioses que les autres, une envie envers les autres. On envie souvent les autres, on croit que l'autre aussi nous envie parce que ça devient un peu notre schéma d'interprétation de la réalité externe. Et finalement, fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Alors, des fois, comme coach, on va nous dire, cette personne-là a une belle valeur de contribution, mais n'est pas du tout appréciée de ses collègues ou de ses pairs parce que elle ou il est vraiment arrogant, prend les gens de haut et ne réussit pas à créer des relations saines. Pensez-vous en ce moment à des personnalités narcissiques? Alors ça, c'est une question que j'aimerais d'ailleurs vous poser en direct si je vous voyais. Si vous êtes curieux d'évaluer votre propre personnalité ou votre propre niveau de narcissisme, il y aura un lien que je communiquerai aux organisateurs de ce webinaire. Il y a un test qu'on peut passer en ligne qui est assez amusant et qui est intéressant, qui est assez bien fait. Maintenant, ce qui est important de retenir pour nous, coachs, c'est que les personnalités narcissiques sont plutôt imperméables aux approches de développement typiques, hein, comme la formation ou même le mentorat. Le coaching pourrait bien être la meilleure méthode de développement et aussi de correction de certains comportements jugés narcissiques. Mais la question à se poser est la suivante. Peut-on développer le leadership et le côté humain des narcissiques par l'accompagnement du coaching, étant donné un certain nombre d'obstacles à rencontrer? Permettez-moi, si vous voulez bien, d'en partager quelques-uns avec vous. Alors, il y a des limites chez les personnes narcissiques. Il y a des conditions de succès qui ne sont pas a priori facilement décelables chez nos clients potentiels. Et ce sont évidemment des pièges pour le coach. D'ailleurs, je vais relier dans certains cas les compétences de coaching d'ICF qu'on peut facilement associer aux pièges des personnalités narcissiques. Alors, comme elle a peu ou pas d'empathie, la sensibilité aux conséquences de ses actions sera une lourde tâche pour le coach. Donc, en ce qui a trait à la compétence 8, qui prévoit que le coach accompagne le coaché à élargir son niveau de conscience,
Il y a plusieurs autres types d'interventions qui devront être mises en place au préalable et en particulier la capacité pour le coach de vraiment établir une relation de confiance et on va voir que ça ne se fait pas si simplement que ça avec la personnalité narcissique. La personnalité narcissique a vraiment une grande propension à vouloir contrôler. Alors, il est très probable qu'elle s'arrangera pour diriger, autant que faire se peut, le processus de coaching et qu'elle se place en situation de faire échec aussi à certaines intentions que pourrait avoir le coach de l'amener dans ces zones moins confortables. Alors, si ça ne va pas dans le sens de ses ambitions, si ce n'est pas clairement établi de la part du coach avec le coaché, il est possible que le coaché rejette l'intervention de coaching un peu comme un transplant malvenu. La personnalité narcissique aussi distorsionne la réalité, va parfois avoir des interprétations assez créatives, même loufoques, de situations concrètes. Alors, le coach doit être très perspicace et vigilant parce que cette personne-là s'affaire de façon très bien intégrée à distorsionner, à amener ailleurs aussi le processus de coaching. Et évidemment, ça sera toujours fait à son avantage. Alors, la compétence 7 qui consiste à adopter une communication directe, à donner du feedback constructif au coaché, revêt une importance absolument capitale, mais on va voir que ça ne pourra souvent pas se faire en tout début de processus de coaching. Il faut les travailler un petit peu, les personnalités narcissiques. Il faut les écouter beaucoup parce que pour bien comprendre les règles avec lesquelles elles jouent, c'est seulement en les écoutant et en notant mentalement ou autrement leur raccourci de jugement, leurs croyances qui sont cristallisées et surtout les ambitions qui poursuivent. Elle n'apprécie pas la critique, ni même ce qu'elle interprète comme telle, parce que souvent la personnalité narcissique n'invite pas nécessairement à la rétroaction, et puis quand elle en reçoit, ou quand elle reçoit même simplement des points de vue différents, elle peut se placer facilement en situation défensive. Elle accorde peu ou pas de crédibilité à la rétroaction de son coach, vous en doutez bien, et elle a souvent la crainte ou l'impression de perdre son temps. Alors, c'est quelqu'un qui peut facilement pousser un coach à, dans le fond, à adopter un état d'esprit ou une disposition vers la performance. Alors, comme coach, on se doit d'être très vigilant et de faire attention à ne pas aller là où notre coaché pourrait vouloir nous amener. C'est-à-dire nous amener là, comme je disais si bien plus tôt, ils vont contrôler le processus de coaching aussi, mais le facteur du temps va être souvent évoqué comme un élément. J'ai peu de temps, il faudrait être plus focus, des trucs comme ça, ou encore, je ne sais pas vraiment si c'est une bonne utilisation de mon temps aujourd'hui qu'on parle de tel et tel sujet. Alors, on se doit de bien établir un contrat de coach-coaché avec un client. Et finalement, l'individu recherche aussi systématiquement une façon de rehausser son image. Hein. Alors, s'il sent que là où la coach n'est pas nécessairement impressionné par sa personne, celle du coaché, va s'en dire, il se peut qu'il graisse un peu des dents par moment. Alors, adopter une attitude assez neutre, qui n'est pas jugeante, mais ni complaisante, va être vraiment clé pour parvenir à coacher ces individus-là. Évidemment, je vous mentionnais plus tôt, là, ils détournent souvent l'attention sur des choses qui ont moins d'importance. Et comme assez souvent, ils sont dotés de capacités intellectuelles supérieures à la moyenne des gens, ils vont manipuler et ils sont capables de nous amener dans des dédales intellectuels tout à fait méticuleusement orchestrés, devrais-je dire. Alors, à considérer avant d'offrir du coaching à une personne narcissique. S'il s'agit d'un dirigeant, il faut réaliser que sans l'intervention d'un coach, la personnalité narcissique a le champ libre.
et les chances qu'elle modifie son comportement sont quasiment nulles. Et comme elle a un impact sur un bon nombre de personnes, moi, je pense que si on se sent assez solide, ça vaut souvent le coup de s'engager avec elle. On doit négocier avec le demandeur de services de coaching des attentes. Alors, il faut gérer les attentes parce que les résultats ne sont pas garantis, mais les retombées très probables. On doit aussi s'assurer d'être un coach qui se démarque par sa perspicacité, son sens stratégique sur le plan relationnel. Il faut s'assurer d'être choisi par la personnalité narcissique, mais attention, parce que souvent, cette personnalité-là va plutôt privilégier un coach qui va le flatter ou qui sent qu'il va être moins challengeant parce qu'il n'a pas envie de venir à l'intérieur de cette zone-là. Là. Donc, il y a des précautions à prendre. Et finalement, on se doit d'être un type pragmatique de coach où le cœur a son importance, c'est sûr, mais on ne pourra pas amener le narcissique tout de suite dans ces zones-là. Donc, être capable d'avoir aussi des données, des faits irréfutables, s'appuyer sur des données solides. Et si elle n'est pas dirigeante dans l'organisation, si elle fait partie, par exemple, de la relève, moi, je dis souvent qu'on peut aider ces gens-là, les plus jeunes, à acquérir une certaine maturité professionnelle, mais le coaching va devoir tout le temps, ou presque, s'aligner sur les ambitions de la personne, lui faire voir le lien entre ce que cette personne-là doit travailler et la possibilité que ça l'amène vers ses ambitions ou ses cibles de développement. Maintenant, si elle n'est pas dans des dispositions mentales pour profiter d'un coaching parce qu'elle est, je ne sais pas, tellement frustrée que vous soupçonnez qu'il y a peut-être même un état limite derrière ça, vaut mieux suggérer, selon moi, un support psychothérapeutique avant ou en même temps qu'une intervention de coaching. Et je vais m'arrêter là pour accueillir les commentaires ou questions. Nous avons une question de Jean-Marie Duval qui Oui. demande tout simplement, voit-on ces gens en coaching? Viennent-ils en séance? Si oui, pour quelles raisons? Ce n'est pas plutôt les personnes qui font face à ces personnes narcissiques qui consultent? Ben, c'est sûr qu'il y aura les deux, hein? Il y aura les deux. Moi, je suis très, très contente quand les personnalités narcissiques consultent. Et souvent, elles vont consulter parce qu'elles font face à une crise. Des dirigeants qui font face à une crise. Moi, j'ai une dirigeante qui est arrivée après un lunch, elle avait une pétition sur son bureau où l'ensemble de ses gestionnaires demandaient sa démission. Alors, quand ils font face à un mur, ils sont plus disposés, ils répondent davantage. Et aussi, quand ils sont pressentis pour être promus, à ce moment-là, si l'organisation fait montre de grand courage, de dire, un courage aussi pour les patrons, de nommer les aspects à travailler et d'être clair quant aux attentes, à ce moment-là, en général, ça va bien les amener à être réceptifs. Mais les gens qui subissent ces personnalités narcissiques, clairement, moi, je dis, elles peuvent consulter, mais on va voir qu'il y a des limites à ce qu'on pourra faire en tant que coach avec ces gens-là. Mais une des options possibles aussi, carrément, dans certaines situations où les gens ont des détresses émotionnelles à cause d'un patron narcissique devenu tyran, ben, c'est de quitter. Alors, nous avons une autre question de Philippe de Clercq. Quelle erreur de diagnostic ou de confusion pourriez-vous faire en évaluant qu'une personne a une personnalité narcissique? Ben, comme je disais tantôt, hein, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont un fort ego et qui ne sont pas pour autant des gens narcissiques. Euh, des petits trucs tout simples, c'est que si vous demandez à quelqu'un de nous parler de ce qui te préoccupe dans la vie, moi, parfois, j'administre un inventaire de valeurs à la personne. Je lui demande carrément de choisir parmi, je pense que c'est 200 valeurs, lesquelles lui correspondent le plus. On y va avec un tri en entonnoir, d'abord 30, ensuite 20, ensuite 10, pour arriver à 5. Si on voit qu'il n'y a aucune valeur humaine qui est choisie par cette personne-là, ben, en général, on fait probablement face à une personnalité narcissique. Si par contre, il y a des deux, hein, il y a des valeurs plus chaudes, des valeurs plus froides, beaucoup d'ambition, un fort ego, mais une sensibilité aux autres et un désir de s'améliorer, mais surtout une conscience de ne pas être parfait. Là, je dirais, c'est peut-être pas une personnalité narcissique.
Il peut s'agir d'une personnalité très confiante ou même surconfiante. Est-ce que ça répond à la question? Je pense. Alors, il y Parfait. a Karine Gênes qui pose comme question, quelle différence faites-vous entre une personnalité narcissique et un pervers narcissique? Oh là là, là, il y a toutes sortes de personnalités mixtes, hein. On peut avoir une personne psychotique, un psychopathe narcissique. On peut avoir un pervers narcissique. On peut avoir une personne en dépression qui est narcissique. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas aller dans tout, il ne faut pas s'embêter, là, puis alourdir notre processus avec toutes ces nuances-là. Le pervers narcissique exprime carrément des opinions ou émet des commentaires qu'on peut qualifier de pervers. À ce moment-là, ben, ça fait partie de la personnalité narcissique qui est devant nous et on va respecter les mêmes règles d'art, les mêmes compétences ICF et puis on va aussi s'assurer des conditions de succès pour l'intervention. Mais il y a beaucoup de mixité. Hein? On n'est pas juste une personnalité narcissique parfois. On est beaucoup d'autres choses. Nous avons une question de Patricia Stas. Tu as mentionné la notion d'estime de soi. Considères-tu que l'estime de soi de la personnalité narcissique est élevée ou plutôt fragile? On a de tout. Ça, c'est assez surprenant. Hein? Il y a des gens qui ont effectivement une forte estime d'eux-mêmes et qui sont narcissiques. Et ça va se voir parce que en travaillant avec eux, on n'atteint pas facilement des zones de vulnérabilité. Peux-tu me répéter la fin de la question pour être certaine que je réponds bien? Alors, donc, considères-tu que l'estime de soi de la personnalité narcissique est Pas. élevée ou plutôt OK. fragile? OK, c'est ça. Alors qu'il y a des personnalités narcissiques, et ça se voit, ça se traduit souvent par des commentaires un peu paranoïdes, là, un peu paranoïaques, qui, par crainte d'être mis de côté, par crainte de perdre, je sais pas moi, l'engagement des membres de leurs équipes. Alors, ils sont motivés à travailler sur leur image par crainte de quelque chose. Puis souvent, ils vont nous dire dans les rencontres de coaching ce qu'ils craignent. Puis à ce moment-là, on sait que en travaillant pour renforcer l'estime de soi de la personne, peut-être même en lui donnant une rétroaction, que ça va atténuer les manifestations de type plus narcissique. Alors, nous avons une autre question de Elsa Battista Fila. Comment pouvons-nous éviter de tomber sur le piège que ces personnes peuvent construire pendant le coaching? Ben, j'en ai nommé à peu près 6, hein, puis j'ai donné peut-être certaines indications. Mais il faut se sentir, j'allais dire, il faut se sentir d'attaque pour travailler avec des personnalités narcissiques. Il faut se reconnaître comme une personne perspicace, un coach bienveillant, mais qui peut également donner une rétroaction directe et franche. Mais, et surtout, et c'est le point sur lequel j'insisterai, les personnalités narcissiques commandent des interventions parfois plus longues. Parce qu'au début, ces gens-là sont à l'intérieur d'une forteresse. Hein. Ils ont une image à préserver et ce n'est pas en les prenant de front qu'on y arrive. Ce n'est pas la méthode avec les personnalités narcissiques. C'est en renforçant positivement, en félicitant, en saluant des gestes qui le sont moins ou qui sont altruistes, que tout à coup, on va pouvoir mettre la table pour arriver éventuellement à, je dirais un peu, on va doser l'intervention. La force du coach va s'exprimer de façon progressive à l'intérieur d'une intervention. Ouais. Il y a quand même encore pas mal de questions. Je propose d'en sélectionner encore 3. OK. Alors, quelle différence faites-vous entre un dominant et un narcissique? Ben, le narcissique est toujours dominant ou à peu près. La personnalité narcissique peut à moins que ce soit un passif agressif, mais le narcissique exprime en général son souci de l'image, de son image. Hein. Alors, même si parfois ce n'est pas avec des phrases,
typique là, de dominant, je veux que tu te soumettes ou j'interdis ceci et je veux cela, de toute façon, il va se mettre à l'avant, il va choisir ses intérêts avant ceux des autres et même souvent avant ceux d'une organisation. Mais comme on dit souvent, quand l'idéal, parce que dans les organisations, il y a des leaders narcissiques qui sont quand même positifs, il suffit de voir s'ils sont carrément focalisés sur une ambition des cibles, aussi ils se mettent à jouer des stratégies qui, dans le fond, portent atteinte aux libertés et à la dignité des autres. Alors, en général, ils dominent. Alors, il y a également Lilia Galoul qui demande: quand saura-t-on que le coaching ne suffit pas pour orienter la personnalité narcissique vers la thérapie? Ben, en fait, hein, si c'est la personnalité elle-même là, qui résiste en quelque sorte au coaching, là, c'est très, très peu probable que vous réussissiez à convaincre cette personne-là d'aller en thérapie. Euh, Parce que pour cette personne-là, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a que des objectifs qui sont nobles. Alors, moi, je dirais, quand toutefois on fait affaire avec un partenaire, le demandeur de services de coaching au sein d'une organisation, on peut, nous, après quelques rencontres, expliquer que les conditions de succès à l'intervention de coaching ne sont pas nécessairement présentes, parce qu'on se doit de respecter la confidentialité aussi là, du processus de coaching. Et si nos partenaires à l'interne dans les organisations, les sociétés nous parlent de leurs observations et que ça vient d'elles, de ces personnes-là, alors on peut demander, avez-vous envisagé de référer à un programme de soutien ou d'aide aux employés? Avez-vous envisagé de parler à cet individu, d'aller chercher quelques formes de support externe? Des fois aussi, un mentorat va servir au début à créer une ouverture à du coaching ou une thérapie plus tard, si, encore une fois, le coaché de type plutôt narcissique admire le mentor et qu'on sait que ce mentor est plutôt bienveillant et positif. Nous allons sélectionner la dernière question, c'est celle de Nathalie Ducrot. Quels modèles de coaching sont reconnus comme efficaces? Je sais pas, je ne peux pas répondre à cette intervention-là. J'ai pas trouvé de documentation là-dessus. Moi, à cause de mon intérêt marqué pour le sujet, j'ai identifié des pratiques vraiment à partir de façon empirique et aussi en consultant d'autres coachs, des pratiques qui semblent fonctionner davantage que d'autres, dont celle dont je parlais plus tôt, d'y aller de façon très progressive, se reconnaître chez soi la capacité aussi d'avoir par moments des discussions musclées avec les personnalités narcissiques, mais de savoir à quel moment. Je dirais que le timing est crucial. Mais en termes d'approche, je ne sais pas. Ce serait une bonne question à soulever dans un échange entre coachs. Alors, je t'invite à continuer, vu qu'il y a pas mal de questions, mais il y a une OK. petite information en tout cas, c'est pas mal de personnes qui demandent à passer le test des 200 questions. Hélène Moret qui demande est-ce que Daniel veut bien partager son tableau des valeurs? Donc voilà. Avec plaisir. Le tableau n'est pas de moi. Je l'ai tiré d'un ouvrage et je vais citer la référence et vous le partagez. Vous pouvez compter sur moi. OK. Puis moi, ce que je trouve utile avec l'utilisation de ce tableau-là, c'est vraiment distinguer des valeurs chaudes des valeurs froides hein, avec nos clients en général et en particulier avec les narcissiques. OK. Alors, parlons un tout petit peu, parce que moi, je suis présentement à plancher sur cette thématique-là, de la génération montante, hein, celle qui est dans le vestibule présentement pour reprendre les commandes des organisations. Mais ce qu'on peut dire, c'est que j'ai déjà d'entrée de jeu aussi une référence que je vais vous donner d'un auteur, Keith Campbell, qui est le directeur du département de psychologie de l'Université de Géorgie, de Georgia, là, aux États-Unis. Il est co-auteur d'un ouvrage intitulé The Narcissism Epidemic, Living in the Age of Entitlement. Et c'est très intéressant parce que il traite justement de cette réalité
des gens qui se regardent beaucoup plus parfois que de regarder les autres ou qui veulent être regardés beaucoup plus que porter un regard sur l'autre. Et il va aussi parler de ce dont je mentionnais un peu plus tôt, là, tu sais, le désir d'avoir une gratification immédiate dans les situations, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs tout à fait compatible hein, avec la vie de travail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette génération-là montante est formée de personnes qui sont très créatives, très informées, très ouvertes, ultra techno. Ce sont des gens branchés qui fonctionnent à merveille dans les univers de réseau. Et ils ont, entre autres, comme on disait, un sens aigu, une capacité de faire valoir leurs droits et ils ont tendance à s'affranchir aisément de l'autorité. Donc, si on capitalise sur les forces de cette génération-là, que j'ai mentionné plus tôt, on va pouvoir, avec le temps, on ne peut pas tirer les fleurs hein, pour qu'elles poussent, on va pouvoir avec le temps, mais de façon délibérée pour les sociétés, les organisations, amener ces gens-là à acquérir une maturité professionnelle. Alors, on ne pourra pas simplement leur dire ou leur faire des reproches à l'effet qu'ils sont comme ci ou comme ça. Mais on va devoir capitaliser sur leurs forces et les amener à utiliser davantage de créativité, à utiliser toute l'information dont ils disposent pour contribuer à des projets communs. Ils maîtrisent les technologies, alors pourquoi pas s'en servir aussi pour le partage. Vous savez, chez Google, il y a, on recherche des gens qui sont ultra branchés et qui sont brillants. Mais dans les conditions de sélection, maintenant, on retrouve de plus en plus de savoir-être. Alors, on demande à ces jeunes-là de travailler en équipe aussi et de s'entraider. Alors, ça, on s'adapte, hein, ils apportent des choses de plus aussi que peut-être certaines autres générations du passé. On pourrait dire également par rapport à eux, ah oui, c'est que leurs méthodes de développement sont différentes. La génération des millénials apprend en se divertissant. Alors, il faut qu'il y ait un caractère distrayant, divertissant. On veut avoir un rythme rapide. Certains programmes de formation de plus en plus prévoient des séances de développement avec des avatars. Alors, carrément, là, le formateur est dans son bureau, les étudiants sont chacun à leur poste de travail ou ailleurs, chez eux, et puis avec des avatars et la techno, ils vont se promener dans un environnement virtuel et ils vont apprendre des contenus comme ça. Alors, il ne faut pas les ennuyer. Ils ont besoin d'être divertis, tout simplement. Maintenant, quant à leurs besoins d'amélioration ou de développement, ce qui leur parle beaucoup, c'est quand on leur parle d'adulte à adulte et en mentionnant combien il est important d'avoir de saines relations avec les autres, mais pas juste sur le plan social, d'aller prendre un verre de vin ou de socialiser, mais aussi sur le plan de la contribution au travail. Donc, de bien leur faire voir que 1 plus 1 égale au moins 3. Et du coup, comment ils ont cette responsabilité-là aussi de travailler en mode multiplicateur d'impact. Maintenant, qu'il faut dire aussi, c'est que il y a un défi réel de cohabitation entre les diverses générations, mais les organisations ou sociétés qui sont les plus positives présentent davantage ça comme une richesse et en général sont beaucoup plus satisfaits des résultats. Alors que les autres, où on parle de conflits intergénérationnels et tout ça, nourrissent beaucoup un paradigme, dans le fond, négatif pour la cohabitation entre les diverses générations. Maintenant, à un moment donné, j'écrivais, je me disais, il faut aussi prendre dans l'organisation un peu de façon systémique l'accueil et puis le développement des jeunes qui peuvent présenter davantage de traits narcissiques. Je n'aime pas dire qu'ils sont plus narcissiques, mais ils présentent plus de traits narcissiques. Et puis peut-être prévoir que ces gens-là vont être sélectionnés. Et ils sont éloquents, ils sont brillants, ils sont rapides. Ils peuvent, s'ils sont vraiment narcissiques, souvent ils vont passer
au travers des mailles du filet. Les recruteurs sont souvent impressionnés parce que ces gens-là craignent pas de faire des présentations, de se mettre en avant, ont confiance en eux. Et c'est très rafraîchissant aussi de voir toute cette belle effervescence-là. Mais les recruteurs vont devoir faire des entrevues de type behavioral beaucoup plus poussées, hein, pour aller vraiment discriminer ce qui est une expérience réelle ou des réalisations concrètes de l'individu versus peut-être certaines fabulations, prendre davantage de références auprès de leurs anciens employeurs ou l'ancien coach de sport ou je ne sais trop. Et aussi, ce qui va être très important, c'est de s'adjoindre des services de psychologues spécialisés en évaluation, ce qui n'est pas mon cas du tout, mais qu'il y a des psychologues spécialistes du testing et qui peuvent déceler beaucoup plus facilement des personnalités narcissiques qui pourraient être nuisibles dans leur environnement. Maintenant, on pourrait se poser légitimement, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le coaching des personnalités narcissiques? Ben, une chose est certaine, c'est que ne pas investir dans leur développement va carrément faire en sorte que les écarts de contribution ou comportementaux vont demeurer. Alors, on va devoir le faire, mais d'une façon, je dirais, soigneusement planifiée. Et ne jamais oublier que ces gens-là, quand ils sont dans le domaine de la créativité, ou même s'ils sont, peu importe le domaine dans lequel ils œuvrent, s'ils sont créatifs, s'ils sont visionnaires, ça vaut la peine de les écouter puis de pas tant porter attention au contenant comme au contenu du message qui est livré. Et puis, en guise de conclusion, je vous dirais, je me suis posé la question, est-ce que les personnalités narcissiques, au fond, ont besoin d'être démystifiées, matées ou influencées? Et puis, démystifiées sans aucun doute. Il y a beaucoup de questionnements qui subsistent. Beaucoup de clients, gestionnaires des ressources humaines nous contactent en disant « On a quelqu'un d'arrogant, là, puis là, il faudrait le coacher là, pour qu'il arrête de l'être. » Alors, c'est comme un peu sursimplifier là, la problématique. Alors, on doit bien définir, dans le fond, la situation ou je dirais les comportements qui sont à traiter. Mater, dans certains cas, oui. Moi, c'est peut-être une condition de succès sur laquelle je deviens de plus en plus rigoureuse, à savoir que le client demandeur de service de coaching a la responsabilité que la personne qui recevra l'accompagnement coaching recevra d'abord du feedback, de la rétroaction claire et puis constructive et où on aurait aussi exprimé face à eux et leur développement des attentes très claires et précises sur ce qui est attendu. Maintenant, les influencer, mais assurément, peut-être aussi un peu en coaching, on le voit souvent, ce que le travail d'un coach qui est fait maintenant ne va pas nécessairement produire les résultats escomptés tout de suite, mais à force de stimuler les bonnes réflexions chez les personnes, d'avoir des échanges où on va toucher, par exemple, de ce qui leur tient à cœur. Parfois, on approche les personnalités narcissiques en leur demandant ce qu'ils aiment le plus au monde, hein, que ce soit leurs enfants, leurs conjoints, les amis, des causes sociales. Puis à partir de ces émotions-là, parce que je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui de comment connecter avec le cœur avec eux, mais c'est ultra important de le faire, on va les influencer, puis ils pourront en tout cas progresser à l'intérieur de ça. Et j'ai déjà dit à un coaché narcissique, si vous ne le faites pas pour la vertu, faites-le parce que c'est payant. Et à partir de ce jour-là, il m'a écouté. Et puis je vous dirais qu'à la fin du processus de coaching, c'est une personne devenue vraiment beaucoup, beaucoup plus bienveillante. Alors, c'est de capter leur attention et puis de les amener doucement par des réflexions à évoluer. Et c'est ça le travail. Encore une fois. Okay. Alors, je vais proposer celle d'Astrid Verkreuzen. Quels sont les éléments dans l'enfance qui font que l'on devient narcissique? Ça c'est plus un psychanalyste qui pourrait vous parler de ça, parce que avec la même forme d'éducation, certaines personnes deviennent narcissiques et d'autres ne le deviennent pas. Dans une même famille, on va trouver souvent une personne plus narcissique qu'une autre.
Donc, on ne peut pas attribuer ça nécessairement juste à la façon dont l'enfant est élevé. Est-ce qu'il y a des événements qui pourraient provoquer ça? Oui. Dans le cas des narcissiques, par exemple, qui manquent de confiance en eux, on va pouvoir parfois, dans des échanges avec eux, mettre le doigt sur le fait qu'ils ont eu un ou des parents ultra autoritaires et puis qui étaient tellement exigeants qu'on donnait l'impression à cette personne de jamais être à la hauteur. Alors, cette personne-là s'est bâtie, s'est construite sur une volonté de devenir quelqu'un pour prouver à quelqu'un, à ses parents, qu'il est quelqu'un d'important. Et ça peut, c'est sûr là, qu'on peut faire des liens faciles comme ceux-là, mais aussi, ça peut arriver dans les cas, mais vraiment, je vais avec beaucoup, beaucoup de prudence, d'enfants victimes d'intimidation. On dit souvent qu'il y a un risque pour les intimideurs, les intimidés, de devenir des intimideurs. Alors, oui, ça peut arriver et que cette personne-là, mais je ne suis pas certaine qu'elle est très narcissique autant qu'une personnalité tyrannique qui veut peut-être rendre la monnaie de sa pièce ou surtout éviter d'être à nouveau dominée et puis intimidée ou maltraitée. On va prendre encore 2 questions parce qu'il y a énormément de questions et nous avons peu de temps. L'avant-dernière question, c'est celle de Anestis Bibikas. Est-ce que vous avez rencontré des coachs narcissiques? Si oui, ont-elles les compétences pour être coach? Oui, j'en ai rencontré. Et j'imagine que vous aussi, vous en avez rencontré. Et c'est toujours quelque chose, moi, qui me chagrine et qui me surprend. Des gens où tout est construit en fonction de leur image, hein, qui développent des talents, mais pas nécessairement parce qu'ils sont désireux ou désireuses d'en faire profiter les autres, mais parfois parce que ça crée un profil meilleur, un profil qui est plus attrayant pour une clientèle potentielle. Alors, il y a beaucoup de... Oui, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de coachs narcissiques, mais je dis que tout comme il y en a dans les autres populations, il y en a aussi au sein de la confrérie, de la consolerie de coachs, je pense. Alors, nous allons prendre la dernière question, celle de Jacqueline Cator. Peut-on demander ou encourager le feedback constructif lors de la tripartite ou doit-on rester en dehors? OK. En dehors du fait de demander ou nous laisser plutôt les gens échanger le feedback? Je vais répondre dans les deux cas, au cas où ce soit l'une ou l'autre option. Alors, la tripartite est géniale. Quand on fait face à une personnalité narcissique de grâce, n'étiquetez pas cette personne coachée-là à qui que ce soit. Je dis peut-être une chose qui est évidente pour tout le monde, mais non. Ça, c'est un outil à soi comme coach, OK? Mais d'aller solliciter la rétroaction, c'est crucial pour une personnalité plus narcissique. Et puis, d'être présent pour voir comment la personne reçoit la rétroaction de son patron, son boss. Je pense que c'est vraiment utile aussi. Il y a énormément de retours, il y a énormément de questions. Je pense qu'on a encore peut-être le temps de répondre à une question. Un bon livre à lire sur le sujet sans être trop technique de la part de Emma Halley. OK. Celui de Keith Campbell, dont j'ai parlé plus tôt. Je pense que c'est je vais vous l'envoyer le lien, mais je pense que c'est une vision très actuelle de la situation qui passe par une génération qui n'est pas pathologique, mais qui nous permet de voir que ces traits de personnalité-là sont bien réels, ils sont dans la vie de tous les jours. Je pense que ce serait un bon ouvrage. Sinon, je pourrais essayer de fouiller puis vous envoyer autre chose, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu d'ouvrage qui traite du coaching des personnalités narcissiques. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra que je pense éventuellement. Pour conclure, je voulais te faire un petit résumé d'un peu les retours de tout le monde. Je vais te lire une phrase, c'est un bon résumé. Un grand merci, très intéressant, très clair, riche de perspectives.
le traitement de ce thème par Daniel. Merci. Oh, Donc, voilà, merci à vous. le retour des gens de Merci. Alors, Super. remercions Daniel pour cette conférence. Ok. Nous attendons donc toutes les informations que tu peux Oui. nous et nous transférons cela à tout le monde. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Vous recevrez un email dans lequel vous aurez également la possibilité de rejoindre un groupe avec les informations que nous recevrons de la part de Daniel. Ben, permets-moi, s'il te plaît, de remercier tout le monde de leur temps si précieux. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, où que vous soyez. Bye bye. Même chose. Au revoir. Merci.